crois que la question de la sécurité d'Israël a évidemment été toujours une priorité absolue. Si l'on remonte d'un point de vue historique, on peut voir, cela dit, que Theodor Herzl était obsédé par la sécurité alimentaire et la sécurité hydraulique. Et progressivement, cette construction de l'État d'Israël et cette évolution et ce développement réussi du sionisme sur le territoire dit de Palestine a permis de comprendre comment cet État s'est construit en réaction à l'ensemble de cet environnement. Et c'est justement tous ces éléments de sécurisation et de sursécurisation qui, confrontés à la réalité du terrain, ont fait que progressivement ce complexe sécuritaire d'Israël est pour moi devenu à la fois évidemment extrêmement compliqué à comprendre, mais surtout est devenu progressivement contre-productif. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue militaire, qui nous ont prouvé à travers l'histoire contemporaine que l'État d'Israël n'est pas si en sécurité que cela. En 1973, la guerre de 1973 a été un choc pour l'opinion et un choc pour les politiques et pour les gouvernements. Un ami pacifiste israélien me disait qu'en 1973, Israël avait perdu son innocence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël n'était plus, je dirais, considéré comme invincible. Et les guerres qui ont suivi ont prouvé cette réalité-là, que l'État d'Israël sursécurisé, surarmé, avec une armée extrêmement puissante, avec un allié indéfectible que sont les États-Unis, Israël n'est plus aussi en sécurité que cela. Et la connexion se fait avec les révoltes arabes depuis 2011. On se rend compte que finalement Israël était beaucoup plus en sécurité du temps des dictateurs. La situation avec la Syrie était beaucoup plus stable avant la contestation, avant la guerre, bien évidemment. Et du côté égyptien, on a bien compris qu'Israël est beaucoup plus rassuré avec le retour de l'armée et celui de Sisi, plutôt que du temps des frères musulmans. Et la dernière guerre, par exemple, qui a eu lieu à Gaza, est également un reflet d'une politique israélienne qui est difficile à comprendre à long terme. Parce que si l'on revient sur ces éléments-là, on se rend compte que cette surréaction, au-delà des roquettes, au-delà de l'assassinat des 3 Israéliens à Hébron, cette surréaction s'inscrit dans un corpus idéologique que sont les doctrines militaires israéliennes, notamment la doctrine Daya, qui autorise désormais une surréactivité en termes de défense, mais également qui ne pose plus véritablement de problème pour viser directement les civils. Ce que l'on constate, et je finis là-dessus, c'est que plus Israël cherche à se défendre, plus Israël s'arme, et plus finalement on se rend compte que les Israéliens sont en danger ou se sentent en danger. Il n'y avait jamais eu de roquette qui était arrivée jusqu'à Jérusalem et Tel Aviv, par exemple, comme cet été. Il y a des éléments comme le dôme d'acier qui nous persuadent qu'il est totalement efficace. On sait très bien qu'il y a une différence entre ce que les fabricants, en tout cas les politiques israéliens, nous expliquent et la véritable réalité et efficience du dôme d'acier. Je crois que cette idée de citadelle assiégée, de forteresse, je dirais, correspond à une évolution de perception. Je me suis toujours intéressé sur la question de la sécurité d'Israël entre la perception et la réalité. Et on se rend compte également que ce retour à cet enfermement correspond à finalement la victoire de la droite israélienne, de la droite nationaliste et de la droite religieuse, et nous rappelle un petit peu dans les années 1920 Zev Jabotinsky, le père du Likoud, le père de la droite, qui avait écrit le mur de fer et qui était déjà dans cette logique d'enfermement. Ce que Théo Klein, ancien président du CRIF, nous expliquait et qu'il craignait lui-même, c'était une ghettoisation de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on se rend compte que pour se protéger, pour rassurer les Israéliens, Israël s'enferme entre 4 murs, et c'est le titre de mon ouvrage. Plus ou moins optimiste ou plus ou moins pessimiste, les murs sont érigés comme un système de défense du côté de la Cisjordanie, du côté de la Syrie, la double cloison qui a été construite et réélevée récemment, du côté du Liban, mais également du côté de l'Égypte avec un mur de 250 km qui a été construit et qui, nous explique-t-on, n'est pas véritablement pour la sécurité, mais serait pour protéger l'immigration clandestine. Évidemment, on connaît la situation dans le Sinaï. Donc il y a cet enfermement qui correspond presque comme un phénomène de rétractation sur les fondamentaux pour se protéger de l'extérieur, avec des menaces qui sont plus ou moins construites, avec des menaces qui sont plus ou moins permanentes. Mais la véritable question, elle est qu'aujourd'hui, les dangers en Israël ne sont plus tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
C'est le lien avec la question précédente. Il y a plusieurs éléments qui sont pour moi un véritable danger pour Israël à l'intérieur. La crise économique et sociale, elle est un élément fondamental. Si l'on revient dans l'histoire contemporaine, notamment en 1967, Tom Segev, dans son ouvrage intitulé du même nom, nous explique que la guerre des 6 jours est déclenchée dans un contexte de grave crise économique et sociale. Et une guerre permet de fédérer l'ensemble des Israéliens autour d'un objectif commun ou d'un ennemi commun. Ce qui se passe en Israël depuis une dizaine d'années est une crise économique et sociale grave qui renvoie à la question de l'État-providence, qui renvoie au fondement du sionisme et qui finalement nous interroge sur la réussite du sionisme ou la réussite de l'État d'Israël. Cet État d'Israël qui faisait rêver en 1948 les pionniers, ceux qui étaient arrivés pour permettre et faciliter sa création, évidemment ont été pris dans la tourmente de la globalisation, de la mondialisation, et l'État d'Israël est devenu un État comme les autres, un État normalisé avec des crises de démocratie, avec des crises politiques, mais avec une fuite en avant sur des éléments de défense comme la colonisation, comme la sursécurisation, qui sont problématiques. D'un point de vue économique et social, depuis 2011, les mouvements qui ont eu lieu à cette époque, et que l'on avait un peu appelé le printemps israélien, mais plus sur le modèle des printemps européens qu'évidemment des printemps arabes, contestaient évidemment un certain nombre de mesures économiques, mais également un laisser-aller de la part du gouvernement israélien sur les produits de première nécessité dont le prix avait explosé, sur la question des loyers à Jérusalem et dans le pays, et finalement sur cette obsession sécuritaire qui fait qu'aujourd'hui, 20% du budget de l'État d'Israël est alloué à la défense, et que la gauche israélienne, ou ce qu'il en restait, ce qu'il en reste encore aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose, demande aujourd'hui un rééquilibrage du budget de l'État d'Israël, non pas un retour vers l'État-providence, parce que c'est évidemment très compliqué, ou en tout cas un retour sur les éléments qui faisaient rêver le sionisme, la collectivisation ou les kibbutz ou ces choses-là, mais en tout cas l'idée est de permettre par ces mouvements de revenir à un juste équilibre en termes de dépenses au niveau de l'État. Malheureusement, le contexte géopolitique régional, l'inquiétude du côté de l'Iran, l'inquiétude et les guerres qui ont été menées à Gaza qui ont coûté extrêmement cher à l'État d'Israël, et évidemment la nouvelle menace, je dirais confortable pour Israël, en tout cas confortable pour le gouvernement israélien, l'État islamique, sont absolument évidemment contre-productifs pour permettre une nouvelle politique interne. Et aujourd'hui, on a un tiers des Israéliens qui sont en dessous le seuil de pauvreté. C'est une économie paradoxalement extrêmement florissante d'un point de vue national, avec des industries de pointe, avec les nouvelles technologies, avec la Silicon Valley israélienne, avec des technologies d'armement et militaires tout à fait de pointe, mais qui de l'autre côté laissent un grand nombre d'Israéliens de côté dans cette croissance économique tout à fait on va dire, ralentie.